Bien voilà, je pense que vous devez logiquement maintenant m'entendre pour cette dernière leçon de la chaire Verhagen. Bon, je vous remercie tous pour tous les messages que je reçois et toute la gentillesse aussi qui entoure cette chaire Verhagen. J'en profite une fois de plus pour remercier l'équipe en coulisses avec Shannon, Françoise, Aline qui travaillent sans arrêt pour que ça se passe le mieux possible. Vous rappelez que vous pouvez retrouver pas mal d'émissions sur la maçonnerie sur le site de La Pensée et les Hommes. Et si vous voulez être aimable avec moi, vous pouvez même vous abonner, ça ne coûte rien, mais ça me permet d'avoir, vis-à-vis de l'éducation permanente, la trace du fait qu'il y a un intérêt. En 10 jours, nous avons eu 120 000 visites sur le site, ce qui veut bien dire que la philosophie, quoi qu'en disent certains, n'est pas totalement morte. Donc, n'hésitez pas à être proactif, que ce soit avec les outils de l'ULB, que ce soit en regardant ces émissions enregistrées sur la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un thème qui est quasiment inconnu. J'ai eu l'honneur d'être invité à plusieurs reprises dans des rencontres entre francs-maçons et bouddhistes. Elles se passaient dans un monastère de bouddhiste du sud de la France, qui avait d'ailleurs été avant ça un monastère de l'ordre de Saint-Bruno, un des trappistes. C'était la trappe de Saint-Tujon, qui avait été rachetée et aménagée par des bouddhistes tibétains. C'est beau, dans les Alpes, comme ça. Et malheureusement, qui a été vandalisé il y a quelques années et qui a brûlé. Donc on avait eu des rencontres bouddhistes francs-maçons. Bon. Moi, j'étais invité plutôt comme conférencier. C'était assez étrange comme ambiance, c'était à la fois très positif et en même temps, il apparaissait assez clairement que d'un côté, il y avait des gens qui étaient en recherche philosophique et que de l'autre, il y avait quand même pas mal de personnes qui avaient des certitudes religieuses. Ça, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu lors de ces rencontres. Ce qui ne veut pas dire que les uns aient été plus ou moins intelligents que les autres dans les échanges, mais c'était assez étonnant de voir quand même qu'il y avait des différences sur le plan philosophique et spirituel qui étaient marquées. Or, dans ces rencontres, j'ai eu l'occasion de faire un exposé sur la franc-maçonnerie belge et sur un aspect plus particulier de la franc-maçonnerie belge qui est le 26e degré, prince de Merci écossais trinitaire, tel que vu, relu et corrigé par Eugène Goblet d'Alviela. Je vous renvoie au volume Eugène Goblet d'Alviela, historien et franc-maçon, publié dans les problèmes d'histoire des religions de l'ULB. Dans ce volume, c'est Hervé Asquin qui avait eu l'idée de faire un colloque de grande ampleur autour de la figure de Goblet. Vous avez toute une série de textes sur Goblet et même deux textes qui touchent directement Eugène Goblet d'Alviela, son voyage aux Indes avec le prince de Galles, Albert-Édouard, fils de Victoria et futur Édouard. C'était donc pas n'importe qui l'accompagnait dans ce voyage autour du monde. Et ce voyage a lieu en 1875-1876. Il y a un article qui a été écrit par Claudine Bauze-Picron, qui est un article très intéressant sur le thème « Les Indes de Goblet d'Alviela et la confrontation à la réalité indienne ». Et il y a un second article écrit par André Collinet, les répercussions sur la pensée religieuse de Goblet d'Alviela de son voyage aux Indes, notamment avec une étude sur les courriers de Goblet d'Alviela, des lettres, sa découverte de Bénarès, la vallée du Gange, enfin, etc. Donc, pour une mise en perspective historique, je pense que ça vaut vraiment la peine de
de lire ces deux textes, aussi de lire un peu la dimension critique d'Eugène Goblet d'Alviela par rapport à ce qu'il découvre lors de son voyage. C'est aux pages 118 et 119 du volume. Il apparaît assez clairement, me semble-t-il, qu'il est à la fois fasciné, mais en même temps qu'il éprouve par rapport à la piété hindouiste notamment, et puis toute une série d'autres éléments dont il parle, la même inquiétude sur le plan rationnel que l'on peut éprouver devant certains rites d'une religion qu'il connaissait bien comme la religion catholique. Vous savez que Goblet donc, s'était converti au protestantisme, vous vous doutez pour quelle raison. Par exemple, je prends un passage d'une lettre rédigée à Kandy sur le sanctuaire du temple de la danse sacrée, et vous verrez, je ne résiste pas quand même à la tentation de vous le lire pour vous donner le ton. Il y a peu de crânes de bienheureux, de mâchoires de martyrs ou de tibias d'anachorètes qui puissent se prévaloir chez nous d'une carrière aussi accidentée et aussi miraculeuse que la fameuse canine attribuée au fondateur du bouddhisme. Quand Gautama Bouddha eut obtenu l'anéantissement final qui est dans sa doctrine le suprême objet de l'homme, quel style quand même, hein, un de ses disciples retira du bûcher funéraire une dent qui donne une singulière idée de la taille de son propriétaire, si elle n'est, comme le prétendent d'affreux sceptiques, un emprunt fait à la mâchoire d'un tigre ou d'un crocodile. Donc un Goblet à la fois fasciné, émerveillé, et il faut reconnaître qu'un professeur d'histoire des religions qui visite l'Inde, qui découvre des sanctuaires polythéistes, voit devant lui des polythéismes en mouvement. Et pour un homme comme Goblet, c'était assez extraordinaire, parce que pour Goblet, c'était toute la tradition dans laquelle il avait baigné du point de vue scolaire, qui tout d'un coup se mettait en mouvement devant lui. N'oublions pas quand même qu'on n'est pas à une époque des documentaires, on n'est pas à une époque où on découvre tous les pays du monde, parfois très mal d'ailleurs, via Internet. Donc c'est un choc à la fois émotif, un polythéisme vivant, en action, comparable d'un certain point de vue au polythéisme antique, qui était au fond ce qui l'avait intéressé toute sa vie sur le plan de l'histoire des religions. Mais en même temps, il y a la prévention du savant, de l'esprit critique, et pour tout dire du professeur de l'ULB, qui ne se laisse pas duper par les aspects liés à la superstition. Donc ça, je vous invite à lire ces deux petits articles. Ça vaut vraiment la peine. La lecture de Goblet nous permet de mettre en perspective la façon dont il va réformer un grade maçonnique qui est le 26e degré écossais trinitaire, prince de Mercie, et comment il va injecter dans ce rite des éléments liés au bouddhisme. Et je vous renvoie là sur la façon dont Goblet a retravaillé chacun de ces degrés de l'écosysme à un article de Pierre Noël dans le même volume, Les rituels maçonniques réformés d'Eugène Goblet d'Alviela, ainsi qu'à un article de Philippe Liévin dont j'ai déjà parlé dans Les cultes à mystère, qui paru tout récemment, qui remet sur le métier cette réflexion. Alors, on sait que Goblet, quand il a été confronté à la nécessité de réformer ces rites, en un premier temps, aurait sans doute souhaité, entre guillemets, les épurer. Mais il est probable qu'il a éprouvé une admiration certaine par rapport à ce que les prédécesseurs avaient fait, qu'il s'est senti très mal à l'aise par rapport à l'idée d'épurer des rites qui finalement avaient été déjà éprouvés par le temps. Et il y a injecté des spiritualités qui sont des spiritualités qui au départ n'existaient pas dans la tradition maçonnique, pour établir une sorte de parallélisme et d'analogie avec d'autres traditions. Et son objet, c'est clairement
à mon avis, pas de secondariser le christianisme ou de le marginaliser, mais simplement de le mettre en perspective. Et le mettre en perspective, ça rejoignait tout de même son travail de professeur en sciences des religions, ça rejoignait sa réflexion profonde que son tombeau à Cour-Saint-Étienne illustre encore magistralement aujourd'hui. Et là-dessus, dans le même volume, vous avez un bel article d'Alain Dirkens sur le mausolée de Goblet d'Alviela. C'est une photo. Le mausolée en lui-même plaide en faveur de l'idée qu'il ne s'agit pas de marginaliser le religieux, mais bien d'exprimer l'idée qu'au travers de la diversité phénoménale du religieux, dans la multiplicité des traditions que le XIXe siècle est en train de collationner, il y a un arrière-fond spirituel. Et c'est cela qui, à mon avis, aux yeux de Goblet, est précieux. Le reste, finalement, étant la façon dont, dans une forme donnée, dans une socioculture donnée, on appréhende quelque chose qui est de l'ordre d'une tradition, mais qui renvoie à un fond derrière. Alors, ça c'est le Goblet maçon. Parce que le Goblet professeur, je vois qu'il y a des questions qui arrivent là-dessus, notamment sur la migration des symboles, le Goblet professeur a une logique qui est quand même assez positiviste et évolutionniste par rapport au phénomène religieux. Goblet parle d'une transmission des symboles et d'une transmission par les voies commerciales, d'une transmission par les voies sociales, etc. Et il ne surdétermine pas vraiment le religieux, sinon peut-être le religieux égyptien qui avait sa préférence, mais il est un héritier d'une certaine lecture évolutionniste du religieux. Par contre, le Goblet franc-maçon n'hésite pas à essentialiser le propos, et au fond, il rentre bien dans une dichotomie d'histoire des religions que nous connaissons encore aujourd'hui. Est-ce que l'enseignant peut essentialiser? Est-ce que l'enseignement se trouve en dehors du champ qu'il observe, ou bien peut-il essentialiser? Ou ne fait-il que toujours essentialiser? Une fois qu'on se pose la question, ce n'est pas simple de répondre. Et pour reprendre l'image que j'avais du jardin zoologique dans un de mes autres cours, on ne peut pas véritablement observer un animal dans un zoo, qui est un animal névrosé dans un enclos, et faire mine de croire qu'on est en train de l'étudier dans son milieu naturel. On n'est pas dans l'éthologie. De la même façon, on ne peut pas mettre les phénomènes, aujourd'hui les gens aiment bien parler en termes de matérialité, les faits religieux dans des enclos et les observer comme si on avait nulle interaction avec eux. Inévitablement, nous avons sympathie, nous avons antipathie, nous avons résonance avec notre propre système de pensée, nous avons répulsion, nous avons fascination, etc. On peut déconstruire cela, mais jusqu'où? Et jusqu'où est-il pertinent d'en parler? Donc ça veut dire clairement aussi, jusqu'où est-il pertinent que je dise à mes étudiants quand je donne un cours sur la franc-maçonnerie que je suis franc-maçon moi-même? Certes, je sais qu'il ne faut pas être un poisson pour parler de pisciculture, mais je sais aussi que cette appartenance, qui n'est ni une marque distinctive, ni une erreur, qui est une façon de m'être engagé dans ma vie à un moment donné, mais elle n'est pas insignifiante par rapport à un propos qui est proche du mien. Figurez-vous, ça peut faire sourire, mais que j'ai rencontré des gens qui se posaient les mêmes questions. Hein, ce sont les adeptes de l'Église des Saints des derniers jours, que nous appelons les Mormons, quand j'ai donné cours à Salt Lake City. Ben, il y avait d'excellents chercheurs là dans le domaine biblique qui me disaient, mais jusqu'où devons-nous dire que dans notre enseignement, ben, nous-mêmes, nous sommes des hommes de foi?
ou bien nous ne le sommes pas. Donc il y a un endroit, pour parler comme les anthropologues, est-ce que le chercheur va épouser son terrain, hein? Dans le cas de la maçonnerie, c'est même encore plus insidieux, parce que est-ce que le chercheur ne peut faire que épouser son terrain? Parce que comment parler de la maçonnerie, notamment de ses rites, si on n'en fait pas partie? Et logiquement, on ne peut pas en parler. Donc, quelle paradoxalité et quelle difficulté. Donc je crois que Goblet est vraiment dans le même, déjà dans le même dilemme, même si à son époque se déclarer croyant était plus facile, mais il est dans ses études scientifiques, à mon avis, relativement positiviste et évolutionniste, et dans ses études maçonniques, il n'hésite pas à être essentialiste. Donc je pense qu'il est essentialiste là où ça convient, puisque, bon, le domaine de la maçonnerie est un domaine qui lui est propre, spécifique, et qui a son champ de référentiel propre. Alors, dans sa relecture du 26e degré du rite écossais ancien accepté, Goblet déclare tout d'abord ne pas connaître véritablement l'histoire des sources de ce rite, et il décide d'associer à ce rite initialement trinitaire, prince de merci, c'est prince de pardon, hein, bon, l'idée du bouddhisme, qui est une religion de bienveillance et d'amour pour toutes les créatures. Et il met bien l'accent sur quelque chose qui, à mon avis, devient assez intéressant dans ce rituel aujourd'hui, même s'il n'en parle pas dans ces termes-là, pour toutes les créatures. Donc les humains, les animaux, les végétaux, voire même la forme de vie des minéraux. Et c'est une idée très bouddhiste. C'est une idée qui, à l'époque de Goblet, sans doute, ne devait pas avoir beaucoup d'écho dans la pensée ou les pensées dites occidentales, mais aujourd'hui, plus que jamais, par l'évolution de la pensée au travers notamment des préoccupations écologiques et autres, pas qu'écologiques, notamment les préoccupations de l'égalité des humains et préoccupations hautement anthropologiques, ben, la notion d'interdépendance des êtres qui dans le bouddhisme est vraiment un fondement, ben, il en rend compte directement. Donc il a bien compris que le bouddhisme, ce n'est pas qu'une façon d'améliorer l'homme par l'homme, ce à quoi on voudrait souvent le réduire dans un certain monde de la laïcité, hein, un monde sans religion, philosophique, où l'homme s'améliore lui-même. Ça, c'est une lecture, j'allais dire un peu en souriant, Troisième République du bouddhisme, quoi. Non, non. L'objet n'est pas là, et il a très bien compris tout de suite. Ce qui est étonnant, parce que tout de même, il a été en contact effectivement avec des gens qui connaissaient cette tradition, mais pas très longtemps, et il n'a pas eu l'occasion certainement d'avoir accès aux sources que nous avons aujourd'hui, clairement. Donc, il avait une grande subtilité à cet endroit. Et ce qui l'amène au travers de l'idée de mercy, de Lord of Mercy, c'est l'idée de compassion. Alors la compassion, c'est le plus mauvais mot possible pour désigner ce sentiment particulier qui devrait animer un bouddhiste, parce que quand on dit compassion, nous avons tendance à penser qu'il s'agirait de souffrir avec, étymologiquement. Et c'est l'inverse. La meilleure comparaison que l'on puisse donner, c'est celle de l'urgentiste. Si vous arrivez à l'hôpital en étant extrêmement blessé et que l'urgentiste se met à pleurer avec vous en vous disant « Mon Dieu, c'est catastrophique, vous risquez de rester estropillé, pleurons et qui tombe faible », il ne vous aide en rien. C'est précisément parce qu'il est capable de faire fi de ses émotions qui sont légitimement les vôtres qu'il peut être extrêmement efficace et dès lors vous venir en aide véritablement. Donc le fait de souffrir avec l'autre à côté de lui, ce dolorisme, n'a jamais aidé personne, sinon les gens qui ont une propension au masochisme psychologique. Et là, de nouveau, il mesure bien, je pense, qu'il y a là
autour de cette idée de mercy, en anglais, qu'on traduit nous par compassion, quelque chose qui est très important pour les francs-maçons. Alors, le PowerPoint que vous avez devant vous, je vais demander qu'on passe aux premières images. Bon, vous situe là où le Bouddha a vécu. Si j'ai mis ce PowerPoint aujourd'hui, c'est pour vous permettre de l'utiliser après, éventuellement dans vos exposés, enseignements et autres. C'est une présentation du bouddhisme, d'ailleurs, où j'ai été aidé par mon épouse Anne Vogeler pour la faire, l'origine du Bouddha, là où il vient, etc. Et c'est vrai que si on compare cette vie que l'on pense historique du Bouddha avec ce que l'on sait aujourd'hui et ce que Goblet savait, là, les choses ont fondamentalement évolué, notamment dans le rapport à l'hindouisme, etc. Mais je n'ai pas le temps de voir ça avec vous aujourd'hui. Peut-être l'image suivante. Bon, ça, c'est une reprise de Quand a vécu le Bouddha historique, donc vous le lirez calmement par vous-même. Je vais passer à l'image suivante. Toujours cette région Magadha qui est très intéressante parce que cette région, contrairement à ce qu'on croyait, n'était pas véritablement aussi marquée par l'hindouisme, du moins dans la partie est. Et donc, Bouddha ne peut pas véritablement, sans doute, être considéré comme un réformateur de l'hindouisme. C'est autre chose qui s'est passé. L'image suivante. Donc ça, c'est le site classique de la naissance du Bouddha, sa naissance miraculeuse, toute la région de la géographie sacrée entre le Tibet, le Népal et l'Inde où il a vécu. Image suivante. Donc ça, vous regarderez calmement. Bon, maintenant, on arrive à quelque chose qui est effectivement plus intéressant et auquel je vais arriver. Alors, dans le rituel de prince de Merci, il s'est intéressé dans ses notes préliminaires à une remarque qui avait été faite sur le bouddhisme à son époque, quand on le compare avec la franc-maçonnerie, le caractère inconciliable du bouddhisme avec le grand architecte de l'univers et la question de l'immortalité de l'âme. Or, je vous rappelle que ces notions étaient et sont encore dans certaines obédiences maçonniques de haut grade des notions auxquelles le récipiendaire était supposé adhérer. Ce n'est plus le cas aujourd'hui dans certaines obédiences maçonniques de haut grade qui sont, selon mes critères, plus libérales. Pour quelle raison? Parce que dans le bouddhisme, il n'y a pas véritablement un Dieu créateur de l'univers ou ayant aménagé la matière, auquel on pourrait identifier la symbolique du grand architecte, même dans un sens très relâché philosophiquement. Et enfin, et de nouveau, la Goblet est tout de même très bien informée sur la question de l'immortalité de l'âme. Ça devient vraiment très intéressant parce que Goblet se rend compte que s'il y a bien l'idée d'une transmigration d'un principe vital dans la pensée bouddhiste, ce n'est pas l'âme au sens chrétien ou au sens de la philosophie gréco-romaine. Et donc une transposition dans ce sens serait erronée. Et il le sait déjà à ce moment-là. Donc, or, dans beaucoup d'écrits sur le bouddhisme qui datent du XIXe siècle, ça n'apparaît pas si clairement. Donc, on pourrait dire, dans un langage anthropologique, ces informateurs étaient assez fins. Les gens qu'il a rencontrés étaient assez fins que pour lui expliquer cela. Alors, la réponse de Goblet par rapport à l'introduction du bouddhisme est assez intéressante, et je suis toujours l'article de Pierre Noël. Elle est intéressante parce que, pour Goblet, je pense, il n'y a pas d'incompatibilité. Je l'exprime dans un langage d'aujourd'hui, qui n'est pas celui de Goblet. Pour Goblet, le bouddhisme est une orthopraxie
c'est-à-dire à un art de bien se conduire dans la vie et un art par soi-même de s'éveiller à une forme de réalité qui est autre chose que la réalité matérielle que nous croyons être. Et en même temps, ce n'est pas un simple agnosticisme qui serait une lecture occidentale, donc un relativisme par rapport à toute chose, et comme on l'entend souvent, l'idée que finalement tout est illusion, hein, et nous serions juste pur néant. Ce n'est pas l'idée que Goblet s'en fait, et là aussi, il n'a pas entièrement tort, il a bien compris qu'il y a un arrière-fond religieux dans beaucoup de pratiques bouddhistes, religieux au sens occidental. Les dieux ne sont pas absents, et en même temps que l'intérêt du bouddhisme n'est pas à cet endroit-là. Alors, il ne voit pas donc d'incompatibilité directe avec la franc-maçonnerie, ni avec d'ailleurs les préoccupations des agnostiques de son époque qui sont liées à l'évolution de la science. Non, le bouddhisme, ce serait faire un progrès sur la voie de la paix intérieure et d'une illumination intérieure, ce qui n'est pas l'objet des sciences dites exactes et qui n'est pas l'objet certainement d'une lecture positiviste de l'histoire. Et c'est là qu'il établit un parallélisme sans doute avec le cheminement maçonnique. Ce qui, alors aujourd'hui c'est moins bien compris, ce qui choquait un peu les maçons d'époque aussi, c'est qu'ils lisaient le bouddhisme, pour peu qu'ils en eussent connu quelques éléments, comme un pessimisme assez radical. Or, le XIXe siècle maçonnique est pétri de l'idée du progrès et de l'optimisme philosophique. Alors, ce pessimisme assez radical, ben, finalement, Goblet, je pense, ne le partage pas, mais il admet que la vie a un côté pessimiste et que prendre en considération ce pessimisme, c'est aussi être capable de mesurer l'imperfection des choses et de mieux comprendre où se trouve la lumière. Alors, le rituel en lui-même est assez simpliste, vu d'un point de vue et d'un bouddhiste ou même de gens qui ont eu des lectures sur le bouddhisme. On vient de le remettre un peu dans son contexte. Goblet, généralement, quand il aborde les religions dans les hauts grades, se pique de retourner vers l'origine. Il y a quelque chose un peu mythique dans ce cheminement-là. Les premiers chrétiens, c'est ça qui l'intéresse. Les premiers bouddhistes, c'est ça qui l'intéresse. Les premiers adeptes de la religion de Mitra. Donc, à mon avis, il déteste fondamentalement quand la religiosité devient religion. Il y a aussi quelque chose d'assez dans cette aversion. Donc, ici, il tente de retourner à ses premiers disciples de Bouddha, les Arhats qui l'entouraient, les sages qui l'entouraient, et c'est davantage ça qui l'intéresse que le petit texte que je vous ai lu, une citation d'un article sur la dent du Bouddha, les miracles que le Bouddha aurait accomplis, et toutes les superstitions qui entourent la figure du Bouddha et de ses élèves. Et là, on sait que en Asie comme en Occident, en ce qui concerne le culte des reliques, les superstitions et autres, on est très bon. C'est donc l'histoire du prince Gautama Siddhartha qui l'intéresse. Et alors, on va peut-être passer à l'image suivante. Ici, c'était l'arbre de l'illumination, donc c'est la thématique que j'abordais maintenant. C'est le voyage que le prince Siddhartha va faire en dehors de ce palais dans lequel il est au fond confiné, le mot est à la mode, par son père. Alors, vous connaissez, on peut prendre l'image suivante.
Ça, c'est toujours dans la vie de Bouddha, la suivante. Je ne sais pas quoi tomber sur le... Voilà, les 4 rencontres mythiques. Bon. Alors, on rentre là dans le légendaire, dans le mythologique. Et Goblet en est pleinement conscient. Et ce légendaire et ce mythologique ramènent à l'histoire d'un prince qui est orphelin de mère. Mais l'accouchement, vous le verrez dans mes notes, est un accouchement miraculeux, hein, qu'on peut rapprocher de la mariologie, voire quelquefois de la mariolatrie. Et son père décide de l'élever dans un paradis fictif. Donc il est élevé dans un palais, il est entouré uniquement de gens qui sont beaux, jeunes, en bonne santé, intelligents, joyeux, bref, ma vie sur le campus de l'ULB. Bon. Et Goblet reprend cette histoire et nous dépeint donc ce prince qui vit dans un océan de félicité, une femme évidemment qui est une perfection ambulante, il a un enfant, donc il est comblé en tout. Bon, vous avez directement compris qu'on est dans le mythe. Hein. Vous ne pouvez pas imaginer un être humain qui pendant plus de 20 ans de sa vie vivrait même entouré de gens spécialement sélectionnés autour de lui pour être des perfections ambulantes, sans rencontrer un qui a un bouton sur le nez ou bien mal aux dents. Enfin, c'est impossible. Bon. Mais c'est bien cet horizon mythique qui est intéressant. Et puis un jour, le prince décide de quitter ce lieu de tous les délices et il va faire avec son cocher 4 voyages à l'extérieur du palais. Vous avez compris ces 4 voyages symboliques qui vont l'amener à découvrir le monde. Alors ces 4 voyages, tout d'abord, il va découvrir un vieillard. Alors vous connaissez l'histoire, je pense. Qu'est-ce que c'est que ça, hein, ce vieux truc? Bon, eh ben non, c'est pas moi. C'est un vieillard dans la rue près de son palais. Le cocher lui dit, c'est un vieillard. Il dit, je vais devenir comme ça. Maître, si vous vivez, oui, il est probable qu'un jour vous deviendrez comme ça. Donc découverte du fait que cette perfection du corps dans lequel il vivait, en fait, n'est qu'un passage et que nous allons tous vers cette déchéance. Deuxième voyage, il découvre un malade, on les voit sur l'image ici, hein, la souffrance de la maladie, une autre forme de souffrance. Et de nouveau, question, qu'est-ce que c'est? C'est un malade, un homme souffrant, mais vais-je devenir comme ça? Maître, si vous vivez longtemps, il est probable que oui, aucun homme n'échappe un jour à la souffrance. C'est notre destin. Troisième étape, le mort, vous le voyez là, presque au centre du tableau dessus, qu'on est en train de porter vers la crémation. Qu'est-ce que c'est? C'est un mort. Hein. Et ce sera donc ma fin aussi, oui, certainement. Tous les êtres vivants arriveront à ce terme-là, tôt ou tard. Et enfin, le quatrième voyage, qui est le début d'une forme de libération, qui est ce mendiant que vous avez au-dessus à gauche, qui est donc un ermite, un sage, qui se retire du monde pour essayer précisément d'affronter face à face cette souffrance radicale. Et c'est donc le moment où le prince va prendre la décision de quitter ce monde enchanté, de rejoindre ces ermites et de vivre avec eux dans cette ascèse qui est extrêmement radicale pour percer ce mystère fondamental qui est le mystère de la souffrance humaine. Donc je vous parlais tantôt d'orthopraxie, c'est bien de ça qu'il s'agit ici. Et c'est si Goblet installe au cœur de son rite cette histoire, ce légendaire, qui se trouve à peu près partout dans le bouddhisme, hein, où vous ayez, vous trouvez dans les temples ce type de représentation plus ou moins réussie du point de vue iconographique, eh bien, c'est vraiment ce questionnement radical de l'homme par rapport à la souffrance. Et ça ne pouvait qu'impressionner un savant comme Goblet, parce que la philosophie elle-même naît d'un cheminement, si pas analogue, du moins semblable, du côté de la pensée occidentale, alors que la majorité des gens se vouent à un divertissement
ce qui se passe maintenant, la souffrance de ne pas avoir de divertissement. Bon. De façon à échapper à l'ennui et surtout aux grandes questions métaphysiques fondamentales qui devraient se poser s'il voulait être pleinement des humains, eh bien, le philosophe, lui, affronte face à face ces réalités-là, notamment la réalité de la mort, exactement comme le héros homérique affronte la mort face à face alors que les autres s'enfuient au combat. Il y a quelque chose de l'ordre d'une analogie dans la construction de ce combat et de cette radicalité face à la souffrance et à la mort. Comprenez donc que dans des rites où Goblet certainement souhaitait réintroduire une dimension morale, une dimension de questionnement et un détour par l'autre, cette histoire était très parlante. Donc, la souffrance et l'extinction de la souffrance qui est symbolisée par l'éveil ou l'illumination, et donc aussi l'entrée de Bouddha dans le nirvana, c'est-à-dire échapper au cycle du dharma, que vous avez retrouvé dans mes petites images, et échapper au cycle de la vie qui ne cesse de nous amener d'une vie à l'autre dans un cycle de souffrance infinie. La tradition hindouiste disait déjà, quel est le nombre de vies que l'homme est appelé à traverser? Ce cycle de vie est aussi innombrable que le nombre des feuilles des arbres d'une forêt. Et Goblet sait que c'est un principe vital, un agrégat qui se perpétue dans le flux du devenir. Le bouddhisme est une philosophie du devenir, et que c'est quelque chose qui n'est pas identifiable uniquement à la personnalité, au moi-je. C'est un nœud vital entre ce que je crois être maintenant et ce qui est interdépendant avec moi. Et la trace mnémonique de ce nœud pourra survivre, et c'est peu à peu, en acceptant d'être dans ce flux et en acceptant à un moment donné de faire un, qu'une forme de regard haute sur le monde qu'on appelle l'illumination peut surgir. Et là, il voit quelque chose dans cette notion qui est proche de la maçonnerie, puisque j'ai dit illumination, la lumière, c'est quand même un des grands symboles de la maçonnerie. Donc, il voit là certainement des analogies. Ce qui l'intéresse aussi, point de vue moral, c'est de renoncer aux ambitions mondaines. Et dans l'histoire du bouddhisme, ce qu'il va amener, outre la considération métaphysique de la roue de la vie, c'est aussi le fait que le Bouddha aurait trouvé la voie du milieu. Et la voie du milieu, ce n'est pas l'ascétisme radical, et pour être radical, ce l'était vraiment, qui n'était pas fort de nature, je pense, à séduire un honnête bourgeois du XIXe siècle, et encore moins un aristocrate. Mais en même temps, un certain dédain pour les choses mondaines qui était de nature à séduire sans doute pas mal de personnes qui commençaient à se rendre compte, c'est l'époque, que cette soif de matière et cette soif d'enrichissement généraient des effets pervers. Bon, je crois qu'il y a là quelque chose qui est le retour d'une thématique un peu chrétienne et un peu austère, mais qui est bel et bien présente dans le rite par allusion. L'orientation du bouddhisme, selon Goblet, n'est donc pas un pessimisme comme on pourrait le reprocher, dans les préventions de certains de ses frères à l'endroit de la réforme du rite. Non, l'orientation est donc optimiste. L'homme peut se libérer de ses déterminations. Un philosophe aujourd'hui vous dirait, c'est assez proche de Spinoza, l'homme est libre quand il sait en quoi il est déterminé. Il peut gagner cette liberté, il peut s'affranchir des déterminations, et il peut donc mener une vie qualitativement meilleure sur le plan personnel
de sa réalisation propre. On est quand même dans l'idéal des constructeurs, hein, sa réalisation propre, et aussi sur le plan, cette fois-ci, de sa morale, c'est-à-dire de son rapport aux autres. Et quand Goblet aborde des notions comme le karma, hein, lié à cette logique des déterminations, le nirvana, donc on pourrait dire la levée du voile des illusions. Il convient que ce sont des notions difficilement compréhensibles au travers de la philosophie occidentale. Il comprend que le bouddhisme n'est certainement pas l'aboutissement du cheminement maçonnique, mais comme je l'ai dit à plusieurs reprises, un maçon traverse les rites, on ne lui demande pas d'y adhérer. Et donc il fait passer les initiés de son obédience au travers d'un rite qui les sensibilise à une autre façon de voir le monde. Il y a quelque chose de très moderne dans ce cheminement. Et sans doute illustre-t-il mieux que tout autre cette phrase que j'aime bien, « L'étranger révèle l'étrange qui est en nous ». Je l'emprunte donc à Marcel Détienne. L'étranger révèle l'étrange qui est en nous. Et je pense que ça résume assez bien la relecture de Goblet par rapport à toute une série de traditions qu'il va réinjecter dans sa réforme du rite écossais. Maintenant, je vais, par une audace que vous me pardonnerez, vous dire qu'il manque quelque chose, me semble-t-il, dans le rituel de Goblet. Je ne me suis jamais permis de dire ça d'aucun rituel, mais je le pense ici. Goblet a eu essentiellement des informations sur le Hinayana, sur ce qu'on appelle, en le discréditant un peu, le petit véhicule. C'est-à-dire une voie du bouddhisme qui est une voie de la confrontation de l'adepte à une certaine lecture du monde et à un certain progrès moral. C'est un bouddhisme qui est très vivant encore, comme vous le savez aujourd'hui. Goblet a été moins informé ou moins intéressé par le bouddhisme dit du grand véhicule. Alors, je n'ai pas trouvé de notes sur ce désintérêt relatif. Est-ce simplement un manque d'information? Est-ce qu'un certain bouddhisme tibétain, avec tout le tintamarre qui a l'air religieux autour, lui faisait trop penser à la religion catholique, qui à l'époque était quand même bien chargée? Je ne sais pas. Mais il est certain qu'il manque une notion, qui est la notion de bodhisattva. Alors, qu'est-ce que c'est cette notion de bodhisattva? La notion de bodhisattva, ce sont des personnes qui ont atteint, admettons, on va dire, une forme d'illumination, une forme d'éveil, et qui, dans les vies suivantes, acceptent, sous une forme qui n'est pas la réincarnation au sens où nous l'entendons, mais d'une présence consciente, d'amener ce message aux autres pour les aider à leur tour à s'éveiller. Donc c'est une forme, pourrait-on dire, de compassion qui n'est pas uniquement topologique, mais qui est aussi diachronique. D'où ces dynasties de moines et autres dont on parle souvent et qui ne laissent pas d'étonner les Occidentaux. Or, je pense que Goblet tenait là quelque chose qui aurait pu être intéressant, parce que la notion même de maçonnerie, la notion de fraternité maçonnique, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas de l'ordre d'un exclusivisme qui consisterait à dire, voilà, enfin je suis seul au monde comme à peu près tout le monde, me voici dans une fraternité, ouf, je vais être un peu aidé par d'autres et donc je vais les aider aussi, en avant. Non, une loge, c'est un lieu où logiquement on apprend à être fraternel avec les autres, pour un jour essayer d'être fraternel avec l'ensemble du genre humain.
Donc c'est la politique des petits pas. La maçonnerie est une philosophie, à mon avis, de la politique des petits pas. Un jour, on m'a dit ça dans un milieu très croyant. On m'a dit quoi? La tolérance, hein, pour reprendre un peu les phrases qu'on connaît bien, il y a des maisons pour ça. Hein. Bon, non, la tolérance, c'est minimaliste. Nous, c'est l'amour du prochain. Tant mieux, tant mieux. La maçonnerie ne se prive pas d'en parler aussi. Plus on en parle, d'ailleurs, moins on le voit, mais ça, c'est encore autre chose. Mais quand on commence déjà par la tolérance, ce serait magnifique. On n'aurait que ce concept-là, et il serait opérationnel. Qu'est-ce qu'on éviterait déjà comme malheur dans le monde? Quand on commence par la fraternité immédiatement avec celui qui est à côté de vous, ben, c'est minimaliste, il faut le reconnaître. Mais si on commençait tous à cet endroit-là, il y a de grosses chances qu'on s'améliorerait aussi. Donc la maçonnerie, c'est une voie finalement qui est un peu semblable au bouddhisme de ce point de vue-là. C'est une orthopraxie, c'est une façon de cheminer, c'est une façon de commencer là où on est. J'aime bien l'image, la pierre tombe dans l'eau, elle fait des cercles et on part de là. Il y a peut-être des gens qui sont capables de faire infiniment mieux, c'est probable, mais les maçons, de ce point de vue-là, en rabattent un peu. Il faut bien que de temps en temps, au moins, une fois par an, nous soyons un peu modestes. Bon. Et je pense que c'est ce qui avait certainement impressionné Goblet dans le bouddhisme. C'est ce travail personnel, intérieur, avec ceux qui vous entourent, et puis essayer d'aller vers l'avant. Mais cette notion de bodhisattva, qui est cette notion qui permet l'idée de ne pas aller vers une façon de mieux se connaître soi-même uniquement pour soi, mais aussi pour aider l'autre, le faire avec l'autre. Ça, c'est une notion que je n'ai pas vue tellement apparaître, de sorte que Goblet est très fort centré, vous le verrez dans mes petites dias, sur le discours de Bouddha à Bénarès, le fameux discours du parc des gazelles, avec la délivrance, le chemin octuple, et l'idée finalement du développement de la compassion. Mais il ne fait pas allusion au discours du pic des vautours, qui là est davantage lié à une forme d'éveil, qui est un éveil qui traverse les barrières du temps pour rejoindre au fond ce qui est son idéalité première, c'est-à-dire être un être, on va reprendre le mot en français, de compassion ou de bienveillance, non seulement par rapport aux humains, non seulement par rapport aux animaux, non seulement par rapport aux végétaux, non seulement par rapport aux minéraux, mais aussi à ce qui nous a précédés et à ce qui viendra après nous. Et cette idéalité-là, si elle était régulatrice de nos vies, elle aiderait beaucoup. Elle aiderait beaucoup. Donc, il y a quelque chose, à mon avis, de l'ordre, et c'est heureux, bon, ça me permet de parler aujourd'hui, d'une incomplétude dans le rituel de Goblet, si moderne pour son époque, si étonnant, à un point tel que d'ailleurs, et je boucle sur le bouddhisme à cet endroit, quand j'étais dans ces rencontres à Karmaling, bouddhistes et francs-maçons, beaucoup de francs-maçons français qui ont écouté mon exposé, soit ne l'ont pas compris, soit m'ont demandé le texte pour mieux comprendre, soit encore m'ont dit après, mais enfin ne me dites pas qu'en Belgique vous jouez ça. C'est pas possible. Il n'y a pas un rite comme ça au rite écossais en Belgique. C'est un truc que quelqu'un a écrit et qui est une façon de lire la maçonnerie philosophique. Ben non, n'en déplaise à nos amis français, en Belgique, il y a pas mal donc de maçons qui poursuivent dans les cheminements de haut grade, qui rencontrent à un moment donné le bouddhisme, qui s'interrogent sur le bouddhisme, qui traversent ce rite en voyant, au travers de ce rite, un autre pan de la sagesse, qui sont plus ou moins ces sagesses qu'on dit asiatiques, faute de mieux, et qui ont aussi quelque chose à apprendre aux humains. Donc, je voulais vous sensibiliser à cette notion, à cette idée, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'entends souvent, même dans les milieux laïcs ou à l'ULB, beaucoup de gens me disent « Oh là là, oui, mais les hauts grades maçonniques, ça c'est vraiment... Non, c'est pas la vraie maçonnerie, je ne vais pas aller perdre mon temps là-dedans. » C'est légitime, hein, bon. D'autres me disent « Mais enfin, c'est une sorte d'éclectisme insipide. » On peut le voir ainsi.
mais il me semble quand même que dans un monde qui se dit tellement prêt à se voir comme pluriel, à reconnaître la différence, à se lire comme métissé, à se fantasmer comme un village, à rencontrer dans son cheminement humain la façon dont d'autres pensent, être amené à y réfléchir soi-même et à partager cette réflexion, c'est pas si courant et c'est précieux. Alors on pourrait me dire aussi, oui, mais vous avez beaucoup de livres là-dessus. Oui, mais ne nous leurrons pas, qui lit les livres? On me dit souvent, ça, il n'y a qu'à lire. Oui, mais qui lit les livres vraiment? Hein, qui vraiment lit les articles, qui lit les livres, qui travaille là-dessus? Très peu de monde. Très peu de monde. Donc, être un peu confronté à cela, je dirais à un moment donné, être un peu obligé de traverser ça, pour celui qui s'intéresse à ce cheminement, ça me semble quand même quelque chose qui est vraiment intéressant et précieux. Et Goblet l'avait magistralement bien compris, quand même à un moment où il peut apparaître comme un exemple et un précurseur en la matière. Donc vous voyez que contrairement à pas mal de maçons, moi, Goblet d'Alviela me parle, à condition qu'on ne résume pas sa vie à sa façon de lire le monde. Ce serait d'ailleurs très étrange. Hein. Bon. Alors, j'arrête donc ma prédication sur Goblet à cet endroit-là en vous montrant, je crois avoir fait la richesse de ces rituels, il y en a beaucoup d'autres, et en vous montrant que la maçonnerie est bien plus complexe que ce à quoi on la résume d'ordinaire. Et j'arrive à mes petites conclusions. Tout d'abord, ça a été un grand plaisir d'être avec vous, même virtuellement. J'ai occupé cette chère 2 années étranges dans une vie. Je ne vous cache pas que j'aime mieux vous voir et parler avec vous et vous entendre, bien sûr. Mais d'un autre côté, j'ai la sensation que la Scheveningen, cette année-ci, plus que toutes les autres années, a été un lien. C'est sa vocation. Elle a été un lieu de réflexion qu'on a partagé. Et je suis certain que quand on se reverra, on en parlera. Et dès lors, elle occupe bien sa fonction, qui est d'être un lieu de questionnement et un lieu d'union au sein d'une collectivité qui, lointainement, a été rêvée par des francs-maçons et qui, fort heureusement, aujourd'hui a pris son destin en main par rapport à la maçonnerie et n'en dépend nullement, et c'est très bien comme ça. Donc, voilà ce que je voulais un peu partager avec vous. Je voudrais donc, de nouveau, je radote un peu, mais c'est important, remercier tous ceux qui sont derrière la Scheveningen. J'insiste beaucoup sur les personnes qui sont là au niveau pratique, hein. Aline, Françoise, Sohan, c'est vraiment remarquable d'être là et de nous aider en la matière. Hein. Sans Aline, Françoise, Shannon, je ne sais pas ce qu'on ferait au niveau de la chaire. Par contre, je voudrais aussi remercier le professeur Jean-Philippe Schreiber, bon, qui, en dépit d'obligations lourdes, hein, aujourd'hui dans l'université, tente de mener ceci du mieux de ses forces. Et pour tout dire, reprend un flambeau qui était celui que Hervé Asquin a porté très longtemps. Je voudrais aussi rendre hommage à Hervé Asquin qui a créé cette chaire qui est, à ma connaissance, quasiment unique au monde. Il y a une autre chaire qui s'occupe de la maçonnerie en Angleterre, mais la chaire Verhagen du côté francophone est unique au monde et qui permet à des chercheurs, pas uniquement des chercheurs maçons, mais des chercheurs de toute tendance de venir parler de la maçonnerie comme objet de pensée. Je trouve ça assez... J'espère que, j'ai déjà ma petite idée de ce qui va se passer, j'espère qu'on sera de nouveau ensemble, qu'on va de nouveau entendre des choses très intéressantes sur la franc-maçonnerie et qu'on pourra de nouveau partager. Et je conclus sur une chose. L'enseignement universitaire, s'il est bien compris, avant tout, c'est partager des doutes. Scheveningen est un lieu où on exalte un peu certaines idées, certaines valeurs. Dans mon cas, je ne cache pas mon attachement à la maçonnerie. Bref, tout ça est très bien. Mais la méthode universitaire, c'est une méthode qui, avant tout, consiste à partager ses doutes. Et elle ne sera jamais compatible avec les idéologies.
Elle ne sera jamais compatible avec le politique, même avec un grand P, sinon en termes d'échange, en termes de discussion, en termes d'orientation, mais certainement pas en termes de vérité. Et on ne doit pas demander aux scientifiques, aux chercheurs, que ce soit dans le domaine des sciences exactes ou dans le domaine des lettres, comme on le disait jadis, d'énoncer des vérités. Ce qu'ils peuvent faire, c'est dire l'état d'une recherche à un moment donné, l'inscrire dans son cheminement, expliquer les modèles et partager les doutes avec ceux qui les écoutent. Et à cet endroit, la méthode académique, curieusement, et contrairement à ce qui est souvent dit, rejoint d'un certain point de vue l'idéal d'une confrérie comme la franc-maçonnerie. Parce que qu'est-ce qu'on cherche en maçonnerie? Une fraternité, une amitié. Et l'amitié, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'accepter de partager ses doutes avec l'autre. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une forme d'authenticité qui est recherchée. Je ne dis pas qu'on aboutit à cela nécessairement, mais qui est recherchée. Et par les temps qui courent, on attend de l'université de jouer les oracles. On attend de l'université de jouer les nouvelles religions des temps nouveaux, notamment dans le domaine médical. On attend des experts de donner des réponses à des problèmes qui sont des problèmes tellement complexes qu'on se demanderait même si une réponse est pertinente. Il est bon de revenir à ce fondamental et se dire que non seulement dans cette méthode du doute, le progrès des savoirs et des idées, mais dans ce partage du doute, le cheminement commun, se joue ce qu'il y a de meilleur dans l'homme. Et si les maçons laissent une trace dans le paysage, pour reprendre une image de Jean Verdun, ils laissent aussi la potentialité un jour de transformer cette trace. Donc j'aimerais conclure cette Scherwerhagen de cette manière, en vous disant on n'a peut-être pas pu assez partager nos doutes, mais ça viendra. On se reverra tous ensemble, et ce sera un très beau moment, autour d'une autre Scherwerhagen l'année prochaine, et j'espère que nous continuerons à faire vivre en commun cet objet de pensée précieux entre tous. À bientôt.